Bienvenue à toutes et à tous. Commençons et poursuivons notre parcours dans l'œuvre de Schopenhauer. Schopenhauer, pour tout vous dire, c'est un auteur que j'ai découvert assez tardivement. Et c'est un auteur surtout sur lequel j'avais un certain préjugé. Alors pourquoi un préjugé? Parce que Schopenhauer est connu, en particulier en France, pour deux choses. D'une part, des textes qu'on trouve beaucoup en librairie et qui sont des textes incisifs, drôles, caustiques, mais des textes aussi qui finissent par trahir sa pensée, parce qu'il a une pensée infiniment riche, mais souvent, on voit Schopenhauer par le prisme de ses textes. Vous connaissez peut-être l'art d'avoir toujours raison, en particulier, ou la métaphysique de l'amour, qui sont des textes brillants, mais qui sont des textes, comment dire, à offrir, si vous voulez. C'est des textes courts, drôles, l'art d'avoir toujours raison est un gros succès de librairie. Et donc, j'avais une forme de préjugé sur Schopenhauer qui m'empêchait sans doute de découvrir la pensée du philosophe. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi parce que c'est un auteur qui est coincé entre des grands... des monolithes, on va voir que le mot monolithe, on y reviendra beaucoup aujourd'hui, des monolithes de la pensée, en particulier en Allemagne. Il est coincé entre Kant, qui est un de ses maîtres à penser, on l'a vu la dernière séance, entre Hegel, qu'il déteste, Hegel qu'il appelle un sac à vent, et qui était professeur en même temps que Schopenhauer à Berlin. Donc la classe de Hegel, il fallait se battre pour trouver un siège. Celle de Schopenhauer, ils étaient au maximum 4 ou 5 à suivre ses cours dans des amphithéâtres vides. Donc, il y avait une forme de jalousie, et puis l'approche des deux philosophes est très opposée aussi. Et puis d'autres qui viendront après, Nietzsche, qui a été une forme d'élève pour Schopenhauer. Il n'a pas été son élève directement, mais il a été très influencé par sa pensée, en tout cas au début de la pensée de Nietzsche. Et puis évidemment, Karl Marx, qui est arrivé après, et qui donc sont des auteurs qui ont davantage, déjà qui ont dans une certaine mesure eu plus de commentateurs, d'épigones, qui ont eu plus de successeurs, et qui nous ont sans doute peut-être plus marqués. Mais aujourd'hui, il faut aussi admettre qu'il y a un retour à Schopenhauer, c'est-à-dire qu'à travers la pensée de Nietzsche, mais pas seulement, on s'intéresse à nouveau à la pensée de Schopenhauer. Vous avez des philosophes récents, des écrivains qui ont beaucoup écrit sur lui. Il y a Clément Rosset, qui est un philosophe malheureusement disparu assez récemment, qui est un penseur de la joie et qui s'est beaucoup inspiré de Schopenhauer, penseur du tragique et de la joie, qui sont les deux thèmes majeurs chez Schopenhauer. Et puis vous avez un écrivain que vous connaissez tous, je pense de nom, qui est Michel Houellebecq, dont la pensée et les écrits s'inspirent énormément de Schopenhauer. Je pense que d'ailleurs, Houellebecq est probablement un meilleur essayiste quand il parle de Schopenhauer, même qu'écrivain parfois. Ses textes, il a un texte sur Schopenhauer qui est très, très, très bon. Un texte très court que vous pouvez trouver aussi assez facilement, il est au cahier de l'Herbe. Donc, pourquoi nous intéresser justement à Schopenhauer? C'est parce que malgré cette réserve initiale, donc pour les raisons que j'avais évoquées, il est vu comme un auteur caustique de librairie peut-être, et puis il est coincé entre des géants. Eh bien, je me suis finalement intéressé à la pensée de Schopenhauer, tant mieux puisqu'on en parle aujourd'hui, il faut mieux que je l'ai un peu lu, qui a même, peut-être, enfin dans mon cas, autant que Montaigne, il m'a beaucoup marqué. Et il ne m'a pas marqué parce que pour les choses pour lesquelles peut-être on connaît cette pensée, c'est-à-dire une pensée du tragique ou une pensée du suicide, mais davantage pour toute la philosophie et la pensée de la joie profonde qu'il peut y avoir chez Schopenhauer. Donc aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qu'on va aborder. Comme souvent en philosophie, quand on parle de joie, on en parle tout à la fin. On essaiera d'en parler. Mais d'abord, on parlera du tragique. Et on va voir que la musique est un antidote extraordinaire. C'est Schopenhauer qui nous le donne, cet antidote, justement au tragique, à la dimension tragique de l'existence. Alors, on va revenir très rapidement sur un ou deux points que nous avons vus la dernière fois, pour vous permettre à tous d'aborder la séance d'aujourd'hui. Et puis nous nous attacherons aussi à découvrir un autre continent, qui est un continent qui est, à mon sens, est assez parallèle de celui de Schopenhauer. C'est le continent, mais je vais vous poser la question, est-ce que vous reconnaissez
la photo qui est en présentation sur la première diapositive. Est-ce que vous reconnaissez ce visage? C'est le visage tiré d'un film. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Non. C'est un astronaute. Oui, c'est un astronaute. Un astronaute qui est, le film date de 1968. C'est un film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous allez voir qu'il y a des parallèles assez étranges et assez beaux qu'on peut faire entre le cinéma de Kubrick et la pensée de Schopenhauer. On va voir ça tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, alors commençons donc. Et revenons sans plus tarder sur une phrase que j'avais évoquée de Schopenhauer et que nous avions commencé à commenter la dernière fois. Elle vous donnera un bon aperçu de sa pensée et elle vous guidera dans la pensée de la musique de Schopenhauer. Alors, juste pour commencer cette phrase de Kubrick, personne ne sait ce qui nous attend dans l'univers. C'est une phrase que nous allons essayer d'interpréter cette séance. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire cette phrase. J'aime bien faire ça, partir d'une phrase qu'on ne comprend pas et puis essayer de la comprendre. À ce stade, je ne la comprends pas nécessairement. Bon, sinon qu'il y a peut-être des extraterrestres, sinon que on ne sait pas ce qui nous attend, s'il y a d'autres mondes, si notre forme d'existence est unique ou pas. C'est une question que pose Kubrick avec humilité dans une interview qu'il donne au magazine Playboy en 1968. Et on va voir que c'est une interrogation qui n'est pas forcément celle de Schopenhauer, mais à laquelle sa philosophie aide à répondre. Alors, commençons donc et revenons sur un passage que nous avions évoqué, donc le paragraphe 35 du monde comme volonté et comme représentation. Donc le monde comme volonté et comme représentation, c'est le gros livre de Schopenhauer. Hein, c'est un livre qui date de 1818-1819. Et donc dans ce passage, on avait vu la dernière fois, Schopenhauer précise et indique à la fois ce qu'est la volonté et, dans un deuxième temps, ce qu'est notre existence. Donc c'est pas mal parce que et il le fait par une image qui est assez facile à comprendre. Donc en un paragraphe, et c'est une des qualités de ce philosophe, entre autres, c'est qu'il a un don de la synthèse. Il y a des passages magnifiques qui expliquent quasiment toute sa philosophie en 10 lignes, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle soit facile, loin de là. Donc en un paragraphe, il y a sa pensée de la volonté, et puis il y a aussi notre existence. Est-ce que l'un de vous veut lire ou souhaite lire ce passage? Eh bien, écoutez, sinon, je vais m'y atteler. Vous pouvez lever la main, hein, on est sur Zoom, vous pouvez lever la main comme vous le souhaitez, si vous avez quelque chose à dire, un commentaire, ou si vous souhaitez lire, à vous de voir. Donc, revenons sur ce passage, et puis nous embarquerons directement pour l'Odyssée de l'espace 2001. Ce qui apparaît dans le nuage, dans le ruisseau, n'est que la plus faible répercussion de cette volonté qui s'annonce plus parfaite dans la plante, plus parfaite encore dans l'animal, et avec toute sa perfection dans l'homme. Pour celui qui a saisi cela, et qui sait distinguer la volonté de l'idée et l'idée du phénomène, les événements de ce monde ne seront plus que les signes révélateurs de l'idée de l'homme. Dans les aspects multiples de la vie humaine, dans le changement incessant des événements, il ne considérera que l'idée, seule permanente et essentielle, en qui le vouloir vivre a trouvé son expression la plus complète et qui se montre sous ses différentes phases dans les qualités, les passions, les erreurs et les prérogatives du genre humain. Égoïsme, haine, amour, crainte, audace, légèreté, stupidité, ruse, esprit, génie, qui tous se concrètent diversement dans les individus et jouent devant nous la grande et la petite comédie du monde, où c'est tantôt un fœtus
tantôt une couronne qui fait mouvoir les acteurs. Alors, commençons déjà par ce premier moment, et puis nous attaquerons ensuite justement la petite comédie du monde, dans les drames de Gozzi, de Commedia dell'arte. Quel est donc que nous dit ce premier passage? Je vais rapidement revenir dessus, on l'avait commenté la dernière fois. Alors tout d'abord, il y a bon, je ne dis pas, on n'a pas la traduction allemande, mais il y a une chose qui interpelle au tout début, il dit ce qui apparaît dans le nuage, dans le ruisseau, n'est que la plus faible répercussion de cette volonté qui s'annonce plus parfaite dans la plante, plus parfaite encore dans l'animal, j'ai une chauve-souris qui vient de passer sous le nez, et avec toute sa perfection dans l'homme. Bien, par définition, la perfection, on ne peut pas dire que quelque chose est plus parfait. Ce qui est parfait est parfait. C'est comme l'excellence, et on ne peut pas être plus excellent. Et là, on a cette idée d'une moindre ou d'une plus grande perfection. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce que vous avez une suggestion, une idée, un commentaire à faire sur cette idée que le nuage est parfait, le ruisseau est encore plus parfait, la plante est encore plus parfaite que parfaite, l'animal plus parfait que parfait que parfait, et toute la perfection se retrouve dans l'homme? Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, sur cette hiérarchie, cette pyramide des perfections? Eh bien, on peut faire une hypothèse très simple. C'est qu'à chaque fois, dans le nuage, dans le ruisseau, dans la plante, dans l'animal et donc dans l'homme, c'est toute la vie ou toute la volonté, puisque chez Schopenhauer, la vie et la volonté, c'est la même chose, qui se donne. Dans l'animal, vous avez la vie, la volonté de vie qui est absolument et intensément présente. Dans une pierre, vous avez aussi cette volonté de vie, même si elle n'est pas animée, qui est intensément présente. La pierre occupe un espace, elle repousse l'espace qui est à côté du sien. Et en même temps, elle subit et elle résiste à la pression de l'air, à la pression potentiellement d'autres pierres ou d'une plante qui essaie par ses racines de la fissurer. Donc vous avez à chaque étape dans le nuage, qui n'est que de l'eau, dans le ruisseau, qui est une autre forme d'eau, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal et dans l'humain, vous avez à chaque fois la vie, dans sa perfection, mais avec différents niveaux. C'est pour ça que l'idée d'une gradation des perfections, alors que la perfection n'admet pas la gradation a priori, s'explique assez bien chez Schopenhauer. Et chez l'homme, eh bien, on a la perfection des perfections. Pourquoi? Non pas parce que l'homme est meilleur, ce n'est pas une question de morale, c'est plus simplement parce que l'homme a, par sa capacité de représentation, il a une capacité à se représenter les choses, que n'a pas la plante. Même si la plante représente son environnement, même si la plante, par exemple, réagit à la présence de soleil par la chlorophylle, même si la plante, évidemment, réagit à son environnement, et en ce sens-là, d'une certaine manière, elle se le représente, eh bien, l'homme a une différence, c'est que lui-même est conscient de se représenter, il est conscient de sa situation. Et c'est la grande différence de l'homme, c'est la grande différence de son niveau de perfection, si vous voulez, avec le reste. Donc, première idée à retenir, c'est cette idée qu'il y a une volonté qui a été traduite en français. Donc, volonté, vous l'avez, ça peut être traduit par le vouloir pour faire quelque chose d'assez dynamique. C'est comme ça qu'on le traduit. Clément Rosset, que je citais tout à l'heure, traduit ça par le vouloir. Et il y a un vouloir qui parcourt un cheminement des perfections, à chaque fois un peu plus parfait, si vous voulez. Et cette perfection s'achève dans l'homme. L'homme, la première phrase du livre de Schopenhauer, donc, qui est un gros livre, hein, qui fait plus de 1000 pages, le dit très clairement, le monde est ma représentation. C'est-à-dire que le monde qui m'entoure, c'est ma représentation.
Et cette phrase, elle vaut pour l'homme, mais elle vaut aussi pour le ruisseau, elle vaut pour l'animal, elle vaut pour toutes les formes, toutes les choses du monde. On se représente tous quelque chose. L'animal se représente tous quelque chose. Mais l'homme se représente ses propres représentations par le langage. Et donc, il est plus parfait que les autres. Donc, ça, c'est la première grande idée qui parcourt l'œuvre de Schopenhauer. Et vous allez me dire, en quoi est-ce qu'on ne s'éloigne pas de la musique? Ben non. Et on va voir comment ça guide, cette idée-là guide sa musique. Et pourquoi, en fait, la musique nous permet de saisir justement la vie en train de se faire. Le vouloir dans ce que justement ce que le langage lui-même n'arrive pas à saisir. On verra comment, pourquoi, et pourquoi justement la musique pourrait même exister sans la présence du monde, sans la présence des phénomènes. Donc, la première grande idée, c'est cela, changement incessant des événements, du nuage, des ruisseaux, de nous-mêmes, on change en permanence. Mais dans ces aspects multiples, qu'est-ce qu'il faut saisir? Eh bien, une autre dimension. C'est la deuxième grande idée de ce texte, l'idée. Alors ça, on l'a vu la dernière fois, c'est une interprétation par Schopenhauer de Platon. Dans les aspects multiples de la vie humaine, dit le texte, dans le changement incessant des événements, donc dans le devenir, dans les choses en train de se faire, dans les phénomènes, dans le monde en train de se dérouler devant nos yeux, ne considérer que l'idée. On ne considère que l'idée. C'est-à-dire ce qui, au-delà des cas particuliers, se montre et se dévoile dans les événements, dans les choses en train de se faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en clair? Eh bien, ce que nous dit ici Schopenhauer, c'est que de la même manière que derrière la multiplicité des nuages, la multiplicité des ruisseaux, la multiplicité des animaux, la multiplicité des états d'âme de Guy ou de Jacques, ou les miens, la multiplicité de leur journée, de leur jour, et la multiplicité des Guy, des Jacques ou la multiplicité des hommes et des femmes, eh bien, derrière tout cela, dans les aspects multiples de la vie humaine en train de se faire, dans le changement incessant, il y a une idée seule, permanente et essentielle, et qui est l'idée de l'homme, l'idée de la rivière, l'idée du ruisseau. Et ces idées, comme l'idée de Jacques du reste, ou l'idée de Sheila ou Nassim, eh bien, se montrent dans la comédie du monde, on va le voir, sous différentes faces, sous différentes qualités, selon différents régimes de passion. Et c'est ça qui va faire un Jacques particulier, un nuage particulier, un Guy particulier, un moi particulier. Donc vous voyez que le deuxième grand moment de ce texte, c'est cette idée que derrière les cas particuliers, derrière les aspects particuliers, il y a une idée. Et derrière les représentations particulières, il y a une idée plus générale. Et on va voir ce que ça signifie pour Schopenhauer dans un instant. Et cette idée plus générale, elle est, nous dit Schopenhauer, comme une image de la volonté du monde. Elle nous indique tout ce qui parcourt le nuage, le ruisseau, l'homme, l'animal, la plante. Donc, revenons à notre texte. Vous avez d'un côté le vouloir, qui se décline selon un régime de perfection, du nuage jusqu'à l'homme. Bon. Donc, vous avez cette stratification, si vous voulez, du vouloir. Et derrière les nuages particuliers, derrière les phénomènes particuliers, vous avez leur idée, qui va donc au-delà de ce qui est en train de se faire, qui va donc au-delà de ce que nous nous représentons, et donc de ce que l'homme se représente, de ce que le nuage se représente, de ce que l'animal lui-même se représente. Derrière donc ces moments toujours particuliers, toujours différents, ces aspects multiples de la vie humaine, animale, eh bien il y a l'idée.
Et cette interprétation, qui est donc héritée de Platon, l'enjeu pour Schopenhauer est de bien comprendre qu'en revenant à l'idée, on s'aperçoit de quoi? Ben, on s'aperçoit que, et je dirais que c'est la conclusion de cette deuxième grande idée du texte, eh bien on s'aperçoit de quoi? Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Vos histoires d'amour, nos histoires d'amour, vos histoires de haine, vos sentiments, dissentiments, vos ressentiments, vos passions, elles ont déjà été jouées à d'autres époques de votre vie et d'autres vies. Elles ont déjà été jouées il y a 100 ans, 10 ans, 1000 ans, par d'autres acteurs qui jouaient la même comédie. La comédie de l'amour, la comédie de la crainte, la comédie de l'égoïsme, la comédie de la ruse, la comédie du génie, la comédie de l'esprit. Vous voyez que ce qu'il appelle les qualités, les passions, les erreurs et les prérogatives du genre humain, ça a déjà existé. De la même manière que, pour la plante, le cycle de la vie, qui passe de la graine jusqu'à l'arbre, eh bien, on voit que je ne suis pas de la campagne, j'ai hésité longtemps. Eh bien, tout ça a déjà existé. Tout ça est justement un cycle. Et il y a un terme en musique que Schopenhauer aime beaucoup et que Nietzsche d'ailleurs reprendra aussi dans sa philosophie tardive, c'est le da capo. Le da capo, c'est en italien, c'est l'idée d'une répétition dans la musique. Et la musique, justement, se permet le da capo, alors que ça n'arrive pas dans le monde. Les choses évoluent. Et bien dans la musique, on répète des rythmes. On est dans la répétition. Ce qui fera chez Nietzsche, ça vous dit sans doute quelque chose, l'idée de l'éternel retour. Eh bien, il l'attire dans une certaine mesure de cette idée qui est musicale d'un da capo, c'est-à-dire un retour, une répétition du même, une répétition de l'identique. Et ça, c'est la vie en train de se faire. Donc la conclusion de tout ça, eh bien, elle n'est pas très drôle. La conclusion de ce texte, et on va lire maintenant la deuxième partie du texte, c'est au fond que quoi? Ben, que la vie n'a pas de sens. Si tout, alors, au début on dit c'est très bien, le vouloir, vous le trouvez dans la plante, vous le trouvez dans la pierre, vous le trouvez dans l'homme. On est content. Bon, il y a du vouloir partout, c'est très bien, il y a une grande chaîne de la vie, de la volonté et de l'amitié. Parfait. Ensuite, il nous dit oui, mais derrière les particularités de cette grande chaîne de la vie, ce qu'il faut voir, c'est qu'on rejoue toujours la même comédie. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie et la grande chaîne du vouloir n'est orientée que vers une seule chose, comme la plante, que vers une seule chose, c'est la répétition de soi, c'est la survie. La vie n'est orientée que vers la reproduction biologique de soi-même. C'est au sens propre une biologie au sens logique de vie. Et cette reproduction de soi, ça veut dire quoi pour l'homme? Ça veut dire que la vie n'a pas de sens. Elle n'a d'autre sens que la reproduction de soi. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu dur, il y a des formes de culture humaine qui nous suggèrent l'inverse. Vous allez me dire, mais qu'en est-il de l'amour? Dans l'amour, on donne un sens à sa vie aussi, le fait d'avoir des enfants, l'idée de transmission, je lègue au monde des enfants. Eh bien, Schopenhauer ne dit pas du tout. Pas du tout. On l'a rapidement vu la dernière fois, l'amour pour Schopenhauer n'est qu'une ruse de la nature qui, dans le couple et dans le fait d'avoir des enfants, nous fait croire que ça ne pouvait pas être, ça devait nécessairement être elle ou ça devait nécessairement être lui. C'était ma moitié, ça on l'a vu dans le banquet de Platon. Mais en fait, non. Schopenhauer le dit d'une formule extraordinaire. Il dit dans le premier regard qui s'échange entre lui et elle, il y a déjà l'enfant qui pointe le bout de son nez. Le rejeton, comme il le dit, qui pointe le bout de son nez. Alors pourquoi? Eh bien parce que simplement, derrière la comédie de l'amour, comme on va toujours cette idée de comédie, donc derrière le paravent, derrière le voile de l'amour, il y a en réalité la vie qui pousse. Et derrière, par exemple, un amour fou entre un homme et une femme,
Schopenhauer dirait « tout cela n'est qu'illusion, c'est simplement la volonté de vie, le vouloir vivre, qui les utilise pour se reproduire. Et ça va donner quoi? Des enfants. Ensuite, eux vont mourir, puis les enfants vont faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Donc vous avez, à l'échelle de la plante, ou de la pierre, ou à l'échelle de l'humanité, mais à l'échelle de toute chose, ce vouloir vivre, qui est sans cesse, qui se décline de toutes les manières, à chaque fois plus parfait, selon que l'on parle de la pierre ou de l'homme, et plus complexe aussi, par une complexification des représentations. Bien, ce vouloir vivre, qui, toujours, est à l'origine et à la fin. C'est ce qui lance et c'est aussi ce qui dirige nos existences et nos représentations. On croit que ça vient de nous, en fait, ça ne vient pas de nous. Et c'est ça la grande ruse de la nature. Et vers quoi ça nous dirige? Eh bien, Schopenhauer nous dit clairement, Grundlos, il n'y a pas de fond et il n'y a pas de direction. Donc c'est un peu une forme d'anarchie. Il n'y a pas de base, ou il n'y a pas un fondement métaphysique, comme Dieu, par exemple, qui aurait été créateur. Il n'y a pas de Dieu créateur chez Schopenhauer. Non, il y a simplement une vie, un flux de vie qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin. Alors, allons-y avec la comédie, parce que là, c'est plutôt une tragédie. Là. Enfin, lui dit une comédie, mais on est dans le tragique. Est-ce que quelqu'un veut lire la deuxième partie qui commence à « Il finira même par s'apercevoir ». N'hésitez pas. Je vois que Gilles est arrivé. Anaximandre, oh, c'est beau, ça. Très beau. On n'a pas parlé d'Anaximandre. On aurait pu. Alors, aucun lecteur, aucune lectrice. Eh bien, très bien, je vais reprendre ma lecture de ce texte. Il finira même par s'apercevoir que tout se passe dans le monde comme dans les drames de Gozzi, où ce sont toujours les mêmes personnages qui paraissent ayant même pensée et même sort. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il est vrai que les motifs, j'avais lu le texte avant, donc c'était facile. Il est vrai que les motifs et les événements changent d'une pièce à l'autre, mais l'esprit des événements reste le même. Qu'est-ce qui se passe dans une pièce, une comédie? Les personnages d'une pièce ne se souviennent plus de ce qui s'est passé dans l'autre. Ou pourtant, ils ont joué leur rôle. Voilà pourquoi, après toutes les expériences qu'ils ont pu faire dans leur carrière, ni Pantalon n'est plus agile ou plus généreux, ni Tartaglia plus honnête, ni Brighella plus vaillant, ni Colombine plus vertueuse. Il y a une chanson de Barbara qui est magnifique. Alors, j'ai plus le nom de la chanson, mais je peux vous la chanter si vous voulez. Non, je ne vais pas la chanter, mais c'est à chaque fois, on rejoue dans la comédie de l'amour, quand on tombe amoureux, on rejoue Florence, Naples et Venise. Ben, Florence, Naples et Venise, c'est l'idée que Florence, Naples et Venise sont une ville de l'amour. On pourrait dire Paris, si on veut rajouter, il y en a d'autres. Hein. Besançon est aussi une ville de l'amour. Mais Florence, Naples et Venise, à chaque fois, on va retourner sur le pont des soupirs et on va se dire c'est lui, c'est elle, il n'y en a pas d'autres, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on survit très très bien aux ruptures. Donc, et on refera la même comédie du pont des soupirs. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Les acteurs restent les mêmes. Enfin, c'est toujours vous, d'une expérience à une autre, d'un pont des soupirs à un autre pont des soupirs. Mais on n'apprend rien et on y croit toujours. Et on ne voit pas que derrière derrière ce pont des soupirs, derrière cette comédie avec de l'honnêteté avec Tartaglia, Brighella plus vaillant, Colombine plus vertueuse, eh bien, il ne progresse pas d'une séance à une autre, d'une pièce à une autre. Nous-mêmes, on ne progresse pas en amour. À chaque fois, on y croit de la même manière et on ne s'aperçoit pas que derrière ça, il y a quoi? Il y a autre chose. Il y a une idée plus générale qui reflète quoi? Et qui mime quoi? Le vouloir vivre, la vie qui se fait derrière nous. Et nous, on ne voit pas ça, donc on reste d'une certaine manière englué dans des représentations un peu naïves, mais qui nous font du bien, qui sont des espèces de consolation, qui sont des formes particulières de l'amour, de l'égoïsme, de l'audace, de la légèreté. Très bien. Alors, commençons du coup sans plus tarder. Maintenant que nous avons fait cet utile rappel, un petit texte rapide sur la volonté. Un petit texte rapide sur la volonté. Est-ce que quelqu'un veut lire ce texte magnifique du paragraphe 54 du livre 4? Et ensuite, je vous promets Kubrick. Mais avant Kubrick, il faut mériter son Kubrick.
Donc, D'accord, je vais le je lire. vous laisse lire. Ah, Anaximandre, parfait. Voilà. Alors, le lit. Attendez que j'ouvre bien. La volonté. La volonté sans intelligence, désir aveugle irrésistible, telle que nous la voyons se montrer encore dans le monde brut, dans la nature végétale et dans leurs lois, aussi bien que dans la partie végétative de notre propre corps, cette volonté, dis-je, grâce au monde représenté, qui vient s'offrir à elle et qui se développe pour la servir, arrive à savoir qu'elle veut, à savoir pardon, qu'est-ce qu'elle veut. Ah oui, Qu'est-ce ce qu'est ce qu'elle veut. Je l'avais pas vu. À savoir ce qu'est ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? à savoir ce qu'est-ce On a le temps. Hein. Ce qu'est ce qu'elle veut. Non, ce qu'est ce qu'elle veut, oui, c'est ça. Ouais, là, il écrit un peu d'une façon Et un peu difficile. Donc ça va voilà, je reprends la phrase. Allez-y. Arrive à savoir ce qu'elle veut, à savoir ce qu'est ce qu'elle veut. Ouais. C'est ce monde même, c'est la vie, telle justement qu'elle se réalise là. Voilà pourquoi nous avons appelé ce monde visible le miroir de la volonté. Et comme ce que la volonté veut, c'est toujours la vie, c'est-à-dire la pure manifestation de cette volonté dans les conditions convenables pour être représentée. Ainsi, c'est faire un pléonasme de dire la volonté de vivre et non pas simplement la volonté, car c'est tout un. La volonté étant la même chose, même en soi, le fond intime, l'essentiel de l'univers, tandis que la vie, le monde visible, le phénomène, n'est que le miroir de la volonté. La vie doit être comme la compagnie inséparable de la volonté. Alors, arrêtons. Arrêtons. Alors, est-ce que, alors, Anaximandre, si vous voulez commenter, libre à vous. Est-ce qu'il y a des mots, alors là je m'adresse à l'audience générale, est-ce qu'il y a des mots qui vous ont, alors soit qui vous paraissent complètement incompréhensibles, on a nous-mêmes passé pas mal de temps sur à savoir ce qu'est ce qu'elle veut, ou est-ce qu'il y a des mots qui au contraire vous ont parlé, des choses que vous avez à dire sur ce texte? N'hésitez pas, Anaximandre ou d'autres. Oui, je vais laisser les autres parler. Jacques, Margaret, Jean-Yves. On est en semi-démocratie, tout le monde peut parler. Il faut qu'ils ouvrent leur micro aussi. Ah oui. Alors, donc, eh bien alors, commençons, essayons de comprendre la distinction ici qui est faite. D'un côté, la volonté de vivre, il dit c'est un pléonasme, la volonté de vivre. Alors pourquoi c'est un pléonasme? Un pléonasme, on sait ce que c'est quand on dit avancer vers l'avant, ou monter en haut, descendre en bas. Monter en haut, on le dit rarement, descendre en bas, on le dit plus souvent. Donc un pléonasme, ça veut dire qu'on répète, et c'est donc une incorrection du langage. Ça ne se dit pas un pléonasme, c'est incorrect. On peut le prononcer, mais ça ne se dit, enfin, théoriquement, c'est une incorrection du langage. Donc la volonté de vivre, pourquoi c'est un pléonasme? Il donne une explication un peu après. La volonté, c'est la chose même en soi, le fond intime, l'essentiel de l'univers. Tandis que la vie, le monde visible, le phénomène, n'est que le miroir de la volonté. La vie est le miroir de la volonté. La vie doit être comme la compagne inséparable de la volonté. Eh bien, dit autrement, c'est très simple. La vie, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous sentez, c'est ce que vous expérimentez. Ça peut être aussi la douleur. La volonté, c'est le fond intime. C'est ce qui est en soi derrière cette douleur, dans cette douleur. C'est en soi derrière ce que vous voyez, derrière ce que vous sentez. Donc, c'est vraiment le fait que cette souffrance veut se poursuivre en tant que souffrance. C'est le fait que cette pierre veuille continuer d'être une pierre. Et c'est le fait que vous-même, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'homme ou en tant que femme, vous voulez vous poursuivre. Et ça donne les enfants. Donc, cette volonté qui est sous-jacente, on pourrait dire, et qui est derrière chacune des manifestations de la vie, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la chose même en soi, le fond intime. Alors, je vois qu'il y a ici, attendez bien, des commentaires.
Hop. Hop. Ah voilà, je les ai. Alors, Guy, j'ai difficile avec ça. Il me semble être intelligente la vie. Alors, sans intelligence, alors c'est où ça? La vie est intelligente. Attends, c'est où ça? La vie sans intelligence. La volonté. Ah oui, la volonté sans intelligence, désir aveugle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans intelligence ici? C'est le mot aveugle qui répond à cela. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la volonté n'a pas de but. Elle n'est pas. Schopenhauer ne croit pas en Dieu, par exemple. Il n'y a pas un Dieu créateur chez Schopenhauer. Et quand on dit la volonté sans intelligence, c'est ici au sens où il n'y a pas un Dieu créateur qui l'ordonne et qui nous dit il y a un jugement dernier, si vous agissez bien, vous serez récompensé. Il y a un progrès. Par exemple, le monde a une raison d'être. Il n'y a pas de raison d'être. Il y a juste de la vie qui essaie désespérément de survivre et qui s'arrache et qui s'attache à l'existence et qui, ultimement, veut toujours se reproduire dans chacune de ses actions. Quelle est la finalité? Il n'y en a pas. Donc, c'est sans intelligence. C'est au sens où il n'y a pas une finalité derrière, il n'y a pas un but et il n'y a pas non plus un fondement. Alors, c'est difficile à comprendre, mais parce que nous, on pense d'une certaine manière… oui, Anaximandre. Hop, allons-y. Je suis en train de devenir presque un expert de ce… Alors, unmute. Allons-y. Oui, oui, c'est bon. Ce que j'ai fait, unmute audio d'Anaximandre. Ah oui, d'accord. Il faut déjà… pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça devrait marcher en théorie. Oui. Alors, je pense, Anaximandre, il faudrait peut-être… Il y a une grosse coupure de son. Alors, c'est peut-être de mon côté. Je ne sais pas si… Gilles, je ne sais pas si la coupure de son était générale ou pas. Internet est… Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était personnel ou c'était général. C'était sur le moment d'expliquer la volonté sans intelligence. Donc, il y a eu beaucoup de coupures de son. Et après, même quelque chose qui a rebooté sur… D'accord. Où la session Zoom s'est même déconnectée et reconnectée. Ah, bon. Moi, j'entends tout bien. Peut-être c'était que personnel. Hein. Oui, parce que justement, ça corrobore aussi ce que dit Schopenhauer, puisqu'au fond, il y a ton cas particulier et puis il y a le Zoom général. Alors, le Zoom général avait l'air d'aller bien. Toi, tu étais dans une particularité qui était que tu n'entendais pas, mais ce que tu ne voyais pas derrière le fait de ne pas entendre, c'est qu'en fait, tout le monde entendait. Donc, c'est exactement comme l'amour, alors qu'en fait, ce qu'il y a derrière l'amour, c'est la vie en train de se donner. D'une certaine manière, on retrouve toujours la coupure entre le général et le particulier. Mais disons plus sérieusement, comme tu as manqué l'explication, alors je sais pourquoi j'arrive pas à mute Anaximandre. C'est un peu dommage. Bon, c'est peut-être dû à cette coupure particulière. Mais disons que il y a cette idée très forte d'une volonté ou d'un vouloir en train de se faire qui est aveugle, désir aveugle, qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de finalité. Si vous pensez à un vecteur, un peu comme une flèche, ben, il n'y a pas la petite barre du vecteur ni la direction. C'est au sens propre une forme d'anarchie. Il n'y a pas c'est un désir sans fondement. C'est en ça qu'il dit sans intelligence. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une volonté de vivre. Ça, c'est un pléonasme. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est ce que vous ne percevez pas, ce que vous n'arrivez pas à vous représenter. Et on va voir que c'est une grande question d'existence. C'est aussi ce qui nous donne, c'est ce qui nous permet aussi d'être là ce soir. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, du coup. Et de l'autre côté, la vie, qui est ce que vous expérimentez, ce que vous sentez. Oui, Gilles? Oui, parce que maintenant on apprend, bon, la science évolue, et on apprend que quand même il y a une forme d'intelligence, mais sans neurones, chez les végétaux. Donc, est-ce que c'est toujours valable ce concept, hein, la volonté sans intelligence, s'il parle de la nature ou… Alors, il y a même, tu connais le fameux cri de la salade, mais quand on déchire une salade, on pense qu'il y a une espèce de petit son
qui pourrait indiquer effectivement des sentiments et une souffrance. Mais l'intelligence telle qu'elle est entendue dans ce texte n'a pas vraiment ce sens-là. C'est-à-dire que tes végétaux peuvent avoir une intelligence au sens où tu l'entends et au sens où la science l'entend. Lui, quand il dit la volonté sans intelligence, ça veut dire qu'il n'y a pas un sens. Par exemple, toi, tu es intelligent, moi, je suis intelligent. Pour autant, est-ce que notre vie a un sens? Ce n'est pas certain. Est-ce qu'il y a une raison d'être à notre existence? Ce n'est pas certain. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, la question se pose. De la même manière pour la salade ou le végétal, quand on dit ils peuvent avoir une intelligence sans avoir d'intelligence. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement avoir, pourquoi pas, de capacité à sentir, de la même manière évidemment que les animaux, que les hommes ont une capacité à sentir, pourquoi pas. Mais est-ce que pour autant il y a une raison à cela? Schopenhauer dit clairement non. Il y a un désir aveugle qui est, et en ce sens-là, ce que dit la science retrouve totalement ce que dit Schopenhauer, même on peut aller plus loin, puisqu'au fond, quand il dit le nuage, la rivière, mettons la salade ou la plante, et nous-mêmes, il y a une volonté de vie, mais pour autant, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas un sens à cette existence. Alors que là, la religion nous dit l'inverse. La religion nous dit il y a un jugement dernier, dans le christianisme, il y a un sens, il y a un auteur du monde, il y a un créateur du monde. Pour Schopenhauer, tout cela n'a pas de... Ce sont des métaphores qu'il faut analyser sans doute, mais ce ne sont pas il n'y a pas de sens à l'existence. Donc c'est pour ça qu'il dit la volonté sans intelligence. Donc merci Guy pour cette question qui est vraiment essentielle. Et par exemple, un progrès, on pourrait appeler l'évolution à la Darwin. Chez Darwin, il n'y a pas... il a parlé effectivement d'évolution, mais il n'y a pas de thèse de progrès chez Darwin, au sens où il y a une finalité. Il y a un progrès des espèces, oui, il y a une évolution des espèces, mais il n'y a pas un progrès qui a un sens. C'est-à-dire qu'on pourrait retomber en un sens. Et c'est ça, la grande différence, c'est qu'on peut dire effectivement qu'entre le singe et l'homme, il y a une évolution. Est-ce que pour autant, c'est un progrès continu? Est-ce que pour autant, c'est le signe qui a un sens à l'existence? Ce n'est pas certain. C'est pas certain. Donc, et ce qui est intéressant, je ne sais pas, mais ce que l'époque récente nous montre, c'est que l'homme est aussi capable de s'autodétruire à une échelle, grande échelle. Donc, ça veut dire que l'idée d'un progrès peut être mise en cause. Puisque si la finalité du progrès, donc qui s'épanouit par exemple dans la technique, dans le fait de pouvoir construire une bombe atomique, c'est la destruction de l'espèce, à ce moment-là, on peut se poser la question du progrès. Et ça rejoint alors totalement ce que dit Schopenhauer. Schopenhauer est aussi celui qui a donné beaucoup de grains à moudre à la philosophie existentialiste. Camus, par exemple, s'apparente, on en avait parlé, enfin, c'est une question la semaine dernière là-dessus. Camus a beaucoup de Schopenhauer en lui, et ses auteurs sont, enfin, Camus, Sartre, viennent, c'est des auteurs qui écrivent avant la guerre, mais qui viennent après la guerre, qui développent leur pensée beaucoup, pensée philosophique après la guerre. Donc, on a ici cette idée d'une volonté sans intelligence. Il y a une vie qui nous parcourt, mais pour autant, il n'y a pas un sens. Alors, essayons de comprendre quelles sont les implications de cette grande thèse schopenhauerienne, et on va le comprendre de manière cinématographique, musicale directement, avec notre ami Stanley Kubrick. Vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace, les uns les autres, peut-être pas tous? Oui, mais il y a très longtemps et il y a beaucoup de signes qui me sont passés au-dessus. Mais... Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Donc, est-ce que quelqu'un est à l'aise en anglais? J'ai là un magnifique texte en anglais. On n'est pas obligé de lire tout. Hein. Margaret, elle est vachement à l'aise en anglais. Margaret est vachement à l'aise en anglais? Bon, si Margaret veut lire, je ne sais pas si... Parce qu'apparemment, il n'est pas simple de... tout à l'heure, un accident voulait parler. Je ne sais pas si Margaret peut se joindre à nous ou pas. Ou lire en anglais ce texte. Sinon, après, c'est pas un anglais très compliqué. Oui, je peux le lire. Ah ben allons-y. Margaret, c'est à vous. It's not a message that I ever intend to convey in words. 2001 is an unverbal experience. Out of 2 hours and 90 minutes of film, there are only a little less than 40 minutes of dialogue.
I try to create a visual experience, one that bypasses verbalized pigeonholing and directly penetrates the subconscious with an emotional and philosophical content. T. Convol... J'ai oublié le O. Too convolute. Pardon? J'ai oublié le O, c'est too convolute McLuhan. Ah, d'accord. To convolute McLuhan in 2001, the message is the medium. I intended the film to be an intensely subjective experience that reaches the viewer at an inner level of consciousness, just as music does. To explain a Beethoven symphony would be to emasculate it by erecting an artificial barrier between conception and appreciation. You're Alors, free to... on va s'arrêter ici, on reprendra la lecture du texte. Mais qu'est-ce qui nous est dit ici au fond? Il dit, j'ai essayé de faire une expérience visuelle. Je n'ai pas voulu imposer un message. On va voir exactement ce qu'il peut dire. Et derrière cette expérience visuelle, il y a une volonté de faire quoi? Bien, il prend deux exemples. Il y a Beethoven au début et puis il y a la Joconde à la fin. Et l'exemple de la fin, alors bon, lisons-le déjà tout de suite. Alors il dit que pour apprécier la Joconde, est-ce qu'on apprécierait la Joconde si Léonard de Vinci avait écrit ce qu'il fallait y comprendre? Il y a un autre exemple magnifique en poésie au XIXe siècle. La mère de Rimbaud lui demande ce qu'il a voulu exprimer dans ses poèmes et il lui dit j'ai voulu dire ce que cela veut dire littéralement et dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. Rimbaud aurait pu dire j'ai voulu créer une expérience poétique, comme le dit Kubrick. Quand je fais mon film, quand j'écris mon poème, je ne veux pas dire quelque chose, mais je fais un film, je fais un poème. Donc, essayons de comprendre ce que ça veut dire et voyons tout de suite un extrait. Attendez, hop. Où est-il cet extrait? Il est là. Un extrait, justement, de 2001. Alors, ça va vous parler, même si vous n'avez pas vu le film, vous avez sans doute vu cet extrait. Et écoutez la musique.
Alors, hop, attendez. Voilà. Très bien. Qu'avez-vous à nous dire de beau et de sympathique sur cet extrait? N'hésitez pas à en parler. Alors, c'est pas ainsi par les Zarathustra, c'est Ligeti. Et c'est une histoire assez drôle d'ailleurs. Donc, c'est Georgi Ligeti, qui est un compositeur autrichien d'origine hongroise et qui en fait a écrit cette musique. Alors, si vous voulez vous amuser, vous regardez les commentaires qui sont faits de l'œuvre de Ligeti. Vous voyez qu'effectivement, ça va exactement à l'encontre de la musique de Ligeti, je pense, parce que ce qu'on a dit de Rimbaud, ce que Margaret lisait sur Beethoven tout à l'heure, ou ce que dit Kubrick de la Joconde, c'est la même chose. Il fait de la musique, et puis après on commente. Mais lui, il fait de la musique, Ligeti. Et donc, en 66, il fait un morceau qu'il appelle Lux Aeterna, qu'on vient d'écouter, ça veut dire la lumière éternelle, et qui est un morceau pour 16 voix, donc il y a 16 voix humaines. C'est très beau, alors c'est très dérangeant aussi, parce que c'est une musique, vous l'avez entendu, elle est assez inhabituelle. Donc 16 voix humaines pour créer ce morceau. Et alors la petite anecdote drôle, c'est que ça a beaucoup plu à Kubrick, au point qu'il y avait normalement un autre compositeur qui était retenu, compositeur contemporain, et le jour de la première, le compositeur en question a compris que Kubrick lui avait préféré quelqu'un d'autre. Kubrick a choisi Ligeti sans que Ligeti soit au courant. Du coup, il y a même eu un procès, mais il a bien aimé la musique et au dernier moment, il a changé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette scène? Est-ce que vous pouvez faire spontanément un commentaire fondé sur ce que vous avez alors, à la fois vu et entendu? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Revenons, du coup. Peut-être, voilà. Donc ça, c'est la scène en question. Et ça, cette phrase-là, elle vient de Ligeti. Ça vous aidera peut-être. À la surface immobile de l'eau, c'est ce qu'il voulait faire dans sa musique. À la surface immobile de l'eau, on voit se refléter une image, puis l'eau se ride, l'image s'altère et disparaît. Très progressivement, la surface de l'eau s'immobilise, apparaît ensuite une nouvelle image différente. Bon, ça, c'est ce que Ligeti, c'est son commentaire sur sa musique. Il dit voilà l'image que j'ai eue et c'est ce que j'ai essayé de transcrire dans ma musique, Lux Aeterna. Donc, il date de 66. La scène du monolithe, elle vous évoque quoi? C'est une scène qui a été beaucoup commentée, discutée, toutes les théories, toutes les images possibles. Et moi, ce que j'ai en tête n'est pas forcément... encore une fois, c'est secondaire de savoir ce que Kubrick a voulu dire, en fond. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça évoque en vous. C'est ce qui est intéressant, c'est ce que ça évoque en nous. Il ne s'agit pas d'un discours. Une œuvre, même une œuvre littéraire, une œuvre philosophique n'est pas un discours, c'est toujours un texte, une œuvre humaine qui génère des choses chez vous en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, ça peut même être interprète. Vous allez réagir. C'est ça qui est intéressant. Peu importe au fond ce qu'a voulu dire le compositeur ou l'auteur. Donc, comment est-ce que vous avez réagi comment vous réagissez à cet extrait? Musique et image. N'hésitez pas. Margaret, si vous pouvez parler en anglais si vous souhaitez. Les autres, vous pouvez parler en français, en italien, en croate. Pas en allemand. Bon, j'ai rien contre l'allemand, mais je comprends moins bien. C'est jamais pratique pour lire Nietzsche. Alors, par association d'idées, sans réflexion, Oui. je dirais qu'il y a le monolithe. Ouais.
Donc, c'est quand même une forme artificielle et ça fait quelque chose de l'ordre de la révélation, mais c'est sans réfléchir, hein, c'est juste des évocations comme ça. Hein, Alors, oui, ben, il y a l'idée de révélation est très intéressante. Et il y a effectivement une opposition des formes. Qu'est-ce qui se passe au début? Tu as des singes qui se réveillent. Et apparaît le monolithe. Qu'est-ce qui se passe finalement au moment où ils se rendent compte qu'il y a un monolithe? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs mouvements. De manière très simple, si on regarde l'extrait, d'abord il y a un singe qui voit ça, qui est effrayé. Ensuite, il le communique aux autres. Ensuite, il y a un effroi collectif, puisqu'il y a un intérêt, ils se mettent tous autour, il y a une curiosité. Qu'est-ce que c'est? Ils se mettent d'abord à distance, puis ils approchent, puis ils commencent à sonder de manière un peu agressive, et puis ensuite, ils font quoi? Ben, ils se collent littéralement contre la pierre. Très étonnant. Donc vous avez, qu'est-ce qui est suggéré ici? Plusieurs moments que n'importe quel enfant, n'importe quel adulte va avoir dans sa vie face à l'étranger, face à l'étrangeté, on va dire, plus que l'étranger, mais aussi l'étranger. Quand vous êtes face à quelque chose qui est complètement autre, quand vous êtes face à quelque chose que vous ne connaissez pas, très souvent, le premier moment, c'est la curiosité, on est surpris, qu'est-ce que c'est? Ensuite, ça va être le rejet, on se met à distance, parce que c'est autre, c'est pas familier. Et puis ensuite, on va essayer de savoir, si on passe le moment du rejet, mais on va essayer de savoir ce que c'est. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et dans cette scène qui est condensée, beaucoup de commentaires disent que c'est la naissance de l'homme, en fait. Et alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être la naissance de l'homme ou de la femme, hein, c'est pas la question de genre. C'est en fait le premier moment où un singe, c'est le passage du singe à l'homme, parce qu'il y a ce moment où on se dit « qu'est-ce que c'est ?» On se pose la question de ce que c'est que cette chose. Tu le dis, Gilles, très bien que c'est une forme, entre guillemets, culturelle, formelle. On appelle ça comment? Un parallélépipède. Enfin, c'est mes cours de CE2 ou CM1 qui reviennent. J'adorais la géométrie, c'est le truc que j'aimais bien. Les formes géométriques, ça m'a toujours fasciné. Et c'est resté dans le monolithe, vous voyez. Donc, le monolithe, c'est une forme c'est une forme parfaite. Ça ressemble un peu à la Kaaba de la Mecque, d'ailleurs, une forme pierre noire. Mais c'est un parallélépipède parfait. Alors que leur monde est fait, je dirais pas, c'est pas d'imperfection, mais le monde réel, celui des singes, c'est l'absence totale de ligne droite. Il n'y a pas de ligne droite, par définition. Il n'y a que du sinueux dans la nature. Et donc, ils se retrouvent face à une ligne droite. Vous êtes dans un univers de sinueux et vous voyez l'apparition de la ligne droite, c'est complètement autre. Et puis la couleur est parfaite aussi. La couleur est complètement noire. C'est un noir plus profond peut-être que le noir de la nuit auquel ils sont habitués. Parce que dans le noir de la nuit, vous voyez intensément les étoiles. Donc, ils ont face à eux ce qui est complètement autre. Et face à ce qui est complètement autre, on fait quoi? On se pose une question. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que vous pouvez même le transposer à notre existence, à nous. Si on est tous complètement identiques, il n'y a pas de question. Et on est tous d'accord. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui pense différemment, dès qu'il y a quelqu'un qui est complètement autre, eh bien là, les questions apparaissent. 2 intervenants, plein d'entrain, sur le chat. Anaximandre. Lux Aeterna, signifiant en latin lumière éternelle, est le titre de plusieurs compositions musicales d'origine grégorienne. Oui, effectivement. Et oui, effectivement, pourquoi la lumière éternelle? Eh bien, alors, si on prête à Kubrick, effectivement, l'intention, pourquoi pas? On peut commenter l'intention, j'avais dit qu'il ne fallait pas le faire. On peut commenter l'intention. En prenant cette musique, quel est le rapport finalement entre la musique et le parallélépipède ici? Jean-Yves? C'était pas pour répondre à votre dernière question, c'était simplement à propos
de la connaissance qu'on pourrait dire mathématique en termes de généralisation, enfin, de forme générale. Oui, c'est le côté artificiel peut-être, justement. On en a parlé aussi de cet aspect artificiel et du fait que les lignes droites et d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'était paru, mais il y a la largeur, l'épaisseur et la hauteur sont censés être dans un rapport donné, enfin des nombres entiers, je crois, tout simplement. Oui. Oui. Mais après, en fait, j'ai trop tardé, mais je voudrais revenir plus tard, si c'est possible, sur la notion de volonté, et à partir d'une phrase que je sais mal reprendre, mais que peut-être quelqu'un pourra retrouver sur Internet. C'est même si on peut, c'est une phrase d'Einstein, je crois, qui disait que même si on peut faire ce que l'on veut, on ne peut pas vouloir ce que l'on veut. Oui. Alors, je ne sais pas, peut-être on pourra en reparler après, mais… Alors justement, quand il y a quand Schopenhauer lui dit l'inverse, c'est-à-dire la volonté se veut elle-même, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne veut rien d'autre. Si vous voulez quelque chose d'autre, ça veut dire que vous avez un sens, il y a au moins une direction. Mais la volonté, c'est ça l'absurde, entre guillemets, de la volonté, qui a donné l'absurde que vous avez chez, par exemple, Camus, eh bien, il n'y a pas d'autre sens que de se vouloir soi-même. Si votre seul but dans la vie, c'est la reproduction de vous-même, et ça, c'est la définition de la vie, la reproduction de soi par soi, dans une certaine mesure, comme la pierre, ou comme n'importe quelle action humaine pour Schopenhauer, comme le régime des représentations aussi, eh bien, évidemment, il y a un absurde. Vous allez vous mentir, vous allez vous dire qu'il y a dans la vie, dans la comédie de la vie, comme on l'a vu au début, il y a un sens, il y a des personnages, ces personnages sont libres, ces personnages font des choix, ces personnages s'aiment, se détestent, mais au fond, derrière tout ça, derrière cette comédie, il y a une seule chose, la vie, enfin le vouloir qui se veut lui-même et qui ne veut que ça. C'est-à-dire la reproduction de soi à travers les passions humaines, à travers la pierre, à travers l'arbre, à travers la vie. Mais dans ce passage-là, pour revenir à ce passage-là en particulier, ce qui est frappant, je dirais, c'est que vous avez une assez bonne illustration de ce qu'on a vu juste avant. Le vouloir ne veut qu'une seule chose, il se veut lui-même, comme le monolithe, au fond. Le monolithe, les singes essaient de comprendre ce que c'est. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce monolithe? Et du coup, parce qu'ils se posent des questions, on pourrait dire qu'ils deviennent philosophes. Alors après, ils vont peut-être désespérer de la nature, des réponses qu'ils vont pouvoir trouver. Mais face à l'autre, face à l'absolument autre, eh bien, on se pose des questions. Donc, vous avez, au fond, ce monolithe qui n'a pas de réponse, on ne sait pas d'où il vient, il n'a pas de but, il n'y a pas de raison d'être. Et on essaie de comprendre ce que c'est. Le film de Kubrick arrive à dire cela. Et la musique de Ligeti, justement, elle arrive aussi à mimer cela, à dire cela. Et ce qu'il y a de formidable dans le choix par Kubrick de la musique de Ligeti, et ce qui l'a sans doute motivé dans ce choix de Lux Aeterna, ce que disait Anaximandre sur la signification en latin, donc de la lumière éternelle. Bien, l'éternité, c'est ce qui n'a pas de début, c'est ce qui n'a pas de fin non plus, ce qui n'a pas d'origine. Dieu est éternel, mais il n'est pas atemporel, par exemple. Et pour Schopenhauer, pour qu'il n'y a pas de Dieu, eh bien la volonté, dans une certaine mesure, c'est la lumière éternelle. C'est ce monolithe noir qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de destination peut-être, dont on ne sait rien, mais sur lequel on se pose des questions, et que la vie, finalement, mime. Alors, comment est-ce que la vie mime cette présence du monolithe noir? Dans un film, ça c'est Kubrick. Dans une musique, ça c'est Ligeti. Mais aussi d'une autre manière. Qui est-ce qui mime la volonté en train de se faire de ce monolithe noir? Qui le mime? En posant des questions. Eh bien, vous-même, il y a 3 minutes. Quand vous regardez l'extrait, que vous écoutez la musique et que vous vous dites, c'est quoi cette musique? Ce film, d'où il vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est-à-dire dans votre vie même, dans une certaine mesure, dans les représentations que vous vous faites, dans la réflexion que vous vous faites de l'œuvre musicale comme du film, eh bien, vous allez toucher vous allez avoir d'une certaine manière l'intuition de la volonté. Vous allez d'une certaine manière, même si vous n'allez pas réussir à le dire, à l'exprimer, vous allez comprendre ce que c'est vous allez mimer dans votre interrogation ce que c'est que ce monolithe noir. Ce monolithe noir, c'est une grande question. On ne sait pas ce que c'est. On est comme les singes face à lui. Alors revenons justement à un autre passage du film. Et je pense qu'avec ça, vous comprendrez parfaitement Schopenhauer. Comme quoi, 2 minutes de Kubrick et 3 minutes de Kubrick peuvent suffire parfois à faire bien comprendre Schopenhauer. Alors, un autre passage du film, il y a une apparition du monolithe noir à 3 reprises dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez au tout début les singes, c'est le tout début du film, et c'est le passage effectivement de l'animal à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce monolithe noir sans origine, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce que c'est, on voit qu'il est différent et du coup on se pose des questions. Et ça, c'est le passage de l'animal à l'homme. Bien. Par la question, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on se représente ces représentations, pour le dire en termes schopenhaueriens. Il y a un deuxième moment, c'est quand l'homme va sur l'espace. On va le voir maintenant. On ne verra pas les 2 autres, qui sont très, très beaux, très complexes, avec une musique extraordinaire. On a un deuxième moment avec toujours la musique de Ligeti. Écoutez bien. Hop, attendez. Voilà. Hop. Voilà, ici.
Très bien. Alors, on a un deuxième moment après les singes. Voilà maintenant. On est en 68, c'est juste avant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc c'est et une anecdote que j'ai vue, je ne sais plus où, mais Kubrick avait même, c'était dans l'air du temps, il avait même assuré, enfin il avait voulu assurer son film, le tournage de son film auprès d'assureurs anglais contre l'arrivée d'extraterrestres. Il avait dit je finirai mon film à moins que des extraterrestres arrivent. Et les assureurs ont une mauvaise idée parce qu'ils n'ont pas accepté. Alors ils auraient dû, parce qu'ils se seraient fait de l'argent, parce que de toute façon il a assuré, enfin il a fini son film. Et à ma connaissance, les extraterrestres ne sont pas arrivés. Donc, qu'est-ce que nous dit ce deuxième moment? Guy a dit tous les deux très étranges, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors Gilles, vas-y, commence. Il y a un effet miroir par rapport à la première scène, un contraste. Donc, avant, on était dans le jour avec le lever du soleil. Là, on est dans la nuit avec la lune. La lumière est artificielle. Sauf à la place de l'homme, à la place du singe, c'est l'homme. Donc, il y a cet effet miroir. Et le seul lien, c'est la musique. Oui. Qui nous permet de dire, qui fait le lien entre les deux scènes, qui nous permet de dire qu'il y a une correspondance entre les deux. Autant les singes étaient dans l'effrayement, enfin oui, ça se dit, je ne sais plus, qui étaient effrayés et tout ça au début, autant l'homme se prend en photo, donc il est plutôt dans la conquête. Oui, sachant qu'aujourd'hui on ferait des selfies, mais effectivement c'est assez drôle. Le moment où il dit resserrez-vous parce que j'arrive pas à tous vous avoir, c'est assez marrant. Et ça fait penser à chaque fois quand il y a conquête, le drapeau, enfin les trophées de chasse, quelque chose de cet ordre-là. Et il y a quelque chose qui m'est venu en tête de mémoire, parce qu'après, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'ordinateur qui prend la main sur. Mais je me souviens plus de toute l'histoire, mais le gros truc, et de mémoire, c'est HAL qui s'appelle le. Et justement, là, donc la prise en main de l'intelligence artificielle et HAL, comme beaucoup de choses sont cryptées chez j'ai oublié. Enfin bon. De manière générale, il y a beaucoup de choses cryptées, mais chez lui en particulier, oui. Voilà. Et HAL, quand on prend A, L minuscule, un L minuscule, c'est un I majuscule. Est-ce que ça serait Artificial Intelligence? Peut-être, oui. À l'époque, je ne pense pas que c'était. On disait IBM, oui. Oui. IBM avait décalé de une unité. Peut-être, oui. HI, etc. Mais en tout cas, merci Gilles pour ton commentaire, parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Tu dis cependant qu'il y a un point commun, c'est la musique. Il y a un autre point commun quand même. Si on regarde les attitudes des cosmonautes, astronautes ou cosmonautes, je ne sais jamais. Astronaute si c'est américain, spationaute si c'est européen, cosmonaute si c'est russe. Cosmonautes. Le point commun avec les singes, quand même, c'est qu'il y a tout un jeu entre l'individu et le collectif. Au tout début, il y a un astronaute en chef qui regarde les autres, qui se tourne vers eux, comme le singe au début. Donc, vous avez quand même tout un lot de mouvements, d'interrogations qui est du style « qu'est-ce que c'est que cette chose étrange? Qu'est-ce que c'est que cet autre ?» Et puis ensuite, il y a le moment assez humoristique finalement. Alors que les singes sont dans l'adoration, et quand les singes se mettent en paquet autour de la monolithe, du monolithe, pardon, on peut même imaginer qu'il y a une allusion à la religion. C'est-à-dire que
c'est complètement autre, c'est différent de leur monde, et donc ils y voient une présence divine. Et donc, dans ce moment-là, il y a du divin. Alors que les astronautes, en 1968, eux, ils sont dans quoi? Leur réflexe n'est pas d'adorer la pierre, mais c'est de s'adorer eux-mêmes. Et ils prennent une photo de groupe. Donc là, c'est plutôt dans une logique individualiste, consumériste, etc. On pourrait même, enfin, je dis ça comme ça, mais il y a tout un tas d'interprétations possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a la musique, je suis d'accord avec toi, mais il y a un autre truc qui est très fort, c'est qu'ils se posent la question de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Et en même temps, ça leur fait franchir une étape. Ça leur fait franchir une étape. On passe du singe à l'homme, et là, on passe de l'homme à quoi? En voyant ce monolithe, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils vont sur une autre planète et ils voient un monolithe. Ils se disent nécessairement quoi? La présence de vie ou de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, si vous rentrez dans une pièce vide et que vous avez un café chaud, vous vous dites, il doit y avoir quelqu'un d'autre, cette pièce n'est pas vide. Ben, c'est la même chose. Vous arrivez sur une planète, enfin pas sur la Lune, satellite de la Terre, vous posez le pied là et vous trouvez c'est un incroyable monolithe. Premier réflexe, nécessairement, quelqu'un l'a posé là. Il n'est pas venu tout seul. Il y a une autre forme de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on passe du singe à l'homme, puis de l'homme à, qui nécessairement est seul dans l'univers, à finalement, on n'est peut-être pas seul dans l'univers. Pour revenir à la question du début que Kubrick pose. Donc, merci en tout cas, Gilles, pour ton commentaire. Il y a juste quelque chose, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont dans la maîtrise plutôt que dans l'adoration. Oui, alors il y a dans un cas, il y a une forme d'adoration. Dans l'autre cas, c'est davantage probablement un rapport technique de maîtrise qui est d'ailleurs puni assez vite puisque immédiatement quand ils sont dans la volonté de consommation, pour faire une photo, etc., et domestiquer l'objet finalement, et le faire leur par une photo, il y a ce son qui arrive. Mais effectivement, il y a, dans un premier cas, c'est sans doute un rapport d'adoration, et dans le deuxième, plus de la consommation, quelque chose comme ça. Alors, revenons à Schopenhauer et revenons aussi à Ligeti. Donc, que nous disait Ligeti? À la surface immobile de l'eau, donc dans cette musique, c'est toujours Lux Aeterna, on voit se refléter une image, puis l'eau se ride, l'image s'altère et disparaît. Très progressivement, la surface de l'eau s'immobilise. Apparaît ensuite une nouvelle image différente. Qu'est-ce qui est dit ici? Et qui est le cœur même, le moteur de Lux Aeterna, et qui est, je dirais, le cœur même et le moteur de la volonté de vivre chez Schopenhauer. Qu'est-ce que c'est? Qui est dans sa musique, mais qu'on n'arrive pas à définir. Qu'est-ce que c'est? Définissez l'indéfinissable. À vous de jouer. Je peux parler? Ah oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est vrai, ça répondra à votre question, mais je me disais que l'observation chez le sage comme chez le scientifique, c'est se mettre de côté soi-même face au phénomène. Et parce que ça s'oppose quand même à cette idée de désir, de volonté un petit peu stupide, quoi. Et alors voilà, c'est tout. Dans l'observation, il y a un peu comme l'objet, la chose qui est face à soi. Et peut-être que la question, justement, elle est aussi, la question, c'est en même temps le fait que ce soit différent, donc étranger, oui, on en a parlé. Ça. Alors, ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait ce que vous dites là, et c'est vraiment aligné à la pensée de Schopenhauer, au sens où, pas que la sienne d'ailleurs, dans le moment d'observation, effectivement, ou de questionnement, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Eh bien, il y a un moment qui est celui de la mise à distance et donc de la représentation. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir ce que c'est. À partir du moment où on se pose la question de savoir ce que c'est, on se représente la chose et on en fait un objet pour sa pensée. Donc, on passe d'une chose autre et on essaie de se l'approprier pour la comprendre. Ça, c'est le travail du scientifique, mais c'est aussi ce que fait le singe, c'est ce que fait l'astronaute. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le domestiquer. Donc, on va prendre une photo, on va se poser des questions, on va l'analyser quand on est scientifique. On va mettre en place des stratégies pour comprendre ce qui est autre.
Et donc, effectivement, il y a une mise à distance et un travail pour essayer de comprendre. Ça, c'est ce que Schopenhauer appelle aussi la représentation. Notre travail de représentation, c'est ça. C'est ce que fait le singe, c'est ce que vous faites vous, c'est ce que fait le scientifique. Dans toutes nos actions, on essaie de se représenter les choses autour de nous pour en faire des objets qu'on peut comprendre et appréhender et dont on peut avoir l'intelligence. Certes, tout à fait. Mais à la surface, enfin, en deçà et en dessous de ça, il y a quoi? Il y a ce qu'il y a dans le texte de Ligeti. Alors, je vais vous l'indiquer rapidement et puis on passera à un, et si on a le temps, à deux textes de Schopenhauer. À la surface immobile de l'eau, on voit se refléter une image. C'est l'enjeu, peut-être, s'il y a un enjeu. Ce n'est pas le sens parce qu'il n'y en a pas, mais dans la musique de Ligeti, il y a cette idée ce qu'il essaie de mimer ici, c'est l'idée de répétition, pour reprendre les termes de Schopenhauer. Donc, c'est une idée. C'est l'idée de répétition qui est au cœur même de la vie. Ça se répète, il n'y a pas forcément de sens. Si vous voyez la surface immobile de l'eau, ce qu'on appelle, il y a un très beau terme pour ça, vous savez, quand vous avez une goutte d'eau qui tombe, il va y avoir des cercles qui vont se former. On appelle ça des encyclies. J'ai toujours trouvé ce mot magnifique, des encyclies. Et en fait, ces encyclies, elles se répètent à chaque goutte d'eau. Elles ont, comment dire, vous avez un centre, une onde qui se forme sur l'eau, qui va potentiellement toucher d'autres ondes, d'autres encyclies, et c'est un mouvement infini, c'est un mouvement qui n'a pas de sens. C'est une forme de répétition infinie, très progressivement la surface de l'eau va finir par s'immobiliser, comme le dit Ligeti, apparaît ensuite une nouvelle image différente. Alors une nouvelle image, c'est deux choses, c'est à la fois celle de l'encyclie, mais c'est aussi le fait que, comme l'eau est troublée, eh bien vous-même, vous êtes reflété différemment. Et du coup, l'image s'altère et disparaît, elle se déplace, elle est toujours différente. Mais derrière ces différences, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure dans la comédie de la vie, derrière les personnages, derrière les scènes d'amour, derrière les moments de nos existences, il y a autre chose. Et c'est ça qui est dans la musique, c'est la volonté en train de se faire. C'est le fait que toujours l'eau se veuille. L'eau se veut en permanence, mais à la surface immobile de l'eau, on voit se refléter une image, puis l'eau se ride, l'image s'altère et disparaît. Mais l'eau elle-même se veut. Et dans la musique de Ligeti, si vous avez l'opportunité, il y a de très bonnes représentations, notamment une de l'Orchestre symphonique de Paris. Non, pas symphonique, je dis une bêtise, de Radio France, sur YouTube, qui est vraiment extraordinaire. Vous avez ces 16 voix d'hommes et de femmes qui chantent ensemble. Cette image-là qui prend cette métaphore, il ne dit pas ce qu'il a voulu dire, mais il donne une image parce qu'il ne peut pas expliquer sa musique, il donne une image pour dire, ben voilà, c'est un peu comme la surface immobile de l'eau, quand il y a effectivement une onde qui se forme, et puis une image qui peu à peu s'immobilise, et puis une autre apparaît. Ben, derrière ça, il y a la volonté, on pourrait dire au sens schopenhauerien, de la vie qui est dans l'eau. Derrière, de la même manière, derrière, si vous prenez maintenant le film de Kubrick, derrière le questionnement des singes, derrière le questionnement des scientifiques, et derrière les différences entre le singe et le scientifique, il y a toujours un questionnement d'autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, c'est, encore une fois, l'espèce qui se veut. Et l'espèce qui se veut, la vie qui se veut, la volonté de vivre, eh bien, c'est justement ce monolithe. Le monolithe, c'est rien d'autre que ce qui donne aussi, enfin, c'est la vie qui se veut. Et c'est ce qui va générer le questionnement des hommes. C'est ce qui va générer le progrès de l'espèce, entre guillemets, ce qu'on appelle l'évolution de l'espèce. Et c'est ce qui va générer le passage ou la compréhension par l'homme qu'il n'est pas seul dans l'univers, dans le deuxième extrait. Puis, imaginez qu'il y en a encore deux autres des monolithes. Donc, vous avez d'autres révélations à venir. Pour reprendre le terme de Gilles, de révélation. Alors, avant de nous quitter, une phrase ou deux de Schopenhauer justement sur la musique. Pas celle-là, mais elle est bien aussi. Voilà. Celle-là, il résume tout à fait ce que nous avons vu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut lire?
Alors, je vais lire. Si personne ne veut lire, j'y vais. Moi, Ouais, j'adore. moi, je veux lire. Hein. Ah, ben, allons-y. Alors, Schopenhauer, la musique au risque du monde. Ça, c'est mon titre. Hein, la musique au risque du monde, c'est pas terrible. J'aurais pu dire jamais sans ma musique, mais bon, j'ai mis ça comme ça. C'est pas C'est pas le bon titre? Non, non, c'est moi qui ai donné le titre. C'est pas de Schopenhauer, la musique au risque du monde. C'est juste pour le préciser. Le Et titre, ça vient du même livre, Le monde comme volonté, comme représentation. absolument, Non, absolument. parce que l'autre, c'était de 1888. Je crois que c'est pas le même livre. Alors, c'est de 1819, le livre, il date de 1919. La traduction est de 1888, parce que pendant très longtemps, pendant quasiment un siècle, il n'y a eu qu'une seule traduction de Schopenhauer en français. Il y en a une nouvelle maintenant qui est très, très différente de celle-là, mais je précise la traduction, 88, parce qu'elle est un peu datée. Mais c'est ce que j'ai pu trouver sur Internet. Alors, D'accord. Mais comment dire, le texte précédent que j'ai lu à moitié, c'était de 1818, je crois. 1819. Le précédent? Ah, d'accord. Ok. Oui. Alors, mais la musique qui va au-delà des idées est complètement indépendante du monde phénoménal. Elle l'ignore absolument et pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas. On ne peut en dire autant des autres arts. Alors, La musique, en effet, est une objectivité, une copie. Attendez. Allez-y, commentez cette première partie, parce que c'est ça qui est l'essence même, enfin l'essentiel du texte est là. Ensuite, vous lirez la suite, mais essayez de commenter ça. Il dit, la musique ignore le monde, elle pourrait en quelque sorte continuer à exister, alors même que l'univers n'existerait pas. Qu'est-ce que vous me dites de ça, Anaximandre? Parce que là, c'est, comment dire, à brûle-pourpoint. Ah, c'est dense, mais C'est non seulement dense, mais c'est à brûle-pourpoint, parce que là, je découvre au moment que je lis. Non, mais c'est pas, je vais pas vous mettre. Parce qu'en fait, comment dire, Schopenhauer, en effet, il dit vraiment le fameux vouloir vivre. Alors là, je ne sais pas si c'est dans la continuité déjà. Si. C'est dans la continuité, parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai lu, j'ai trouvé des choses très intéressantes à objecter dessus. C'est-à-dire, j'aurais dit, parce qu'à un moment, dans la deuxième partie du texte que je n'avais pas lu à tout le monde, mais j'ai eu le temps de le lire, il disait que la mort, finalement, elle était, comment dire, elle nous délivrait, enfin, peu importe de la personne qui sait qu'il va mourir, du moment qu'il comprend qu'il a la volonté de vivre. Mais il faut comprendre que si pour lui, c'est un pléonasme de dire vouloir vivre, non, volonté de vivre, ça suffirait de dire volonté. Ça veut dire qu'on pourrait lui opposer à dire la volonté de se suicider, évidemment, c'est totalement l'opposé. Donc, il faut bien ajouter volonté soit de vivre, soit de se suicider. Mais moi, je pense que c'est au-delà, c'est parce qu'en fait, il inscrit au-delà d'un individu, mais au niveau de l'humanité. Oui, alors. Et c'est pour ça qu'en fait, il pense que celui qui meurt, c'est pas très grave, parce que voilà, il va continuer à perdurer par ce qu'il est dans ses atomes, voilà, dans son âme. Enfin, il parle pas trop de l'âme, bien qu'il soit quand même l'héritier de Kant. Hein, il vient après Kant, et il dit qu'en fait, il n'existe qu'en moi et pour moi. C'est pour citer justement Schopenhauer là. Mais le fameux vouloir vivre, c'est justement pour dépasser la souffrance. Justement, celui qui souffre, il va aller au fond de son vivre, de savoir ce qu'est la vie, et il va se dépasser pour. Alors justement, il va se dire, pour vivre, en quelque sorte, il a besoin de satisfaire certains besoins, voire des désirs, mais dès qu'il va satisfaire ces deux besoins, à ce moment-là, et quand bien même il n'en aurait pas d'autres, il va rencontrer un autre, ennemi, qui sera l'ennui, et qui pourra enfin, apparemment, Schopenhauer considère que l'ennui est encore plus redoutable que le vouloir vivre. Oui, alors, il va revenir au texte, parce que je le disais tout à On va l'heure. revenir à ce deuxième texte, oui. Je dois partir dans 5 minutes avec le couvre-feu, mais fondamentalement, oui, un point très important que vous avez dit, effectivement, quand on commence à comprendre, pour Schopenhauer, que la vie n'a aucun sens, et qu'en fait, la vie, ce n'est que la volonté qui se veut elle-même, oui, il y a un risque profond
une dimension tragique très profonde. Et quand on le met à l'échelle de l'individu, eh bien, on est, il le dit, je crois que c'est au paragraphe 57 du monde comme volonté, comme représentation, on oscille toujours entre l'ennui et la souffrance. La souffrance parce que vous avez des désirs, vous voulez des choses et vous n'y arrivez pas. Et quand vous les obtenez, quand par miracle vous les obtenez, ben vous n'avez plus de désir, du coup vous vous ennuyez. Donc, on est toujours, l'existence humaine, c'est ça. Et donc, comme on est pris entre les deux, eh bien évidemment, il y a un moment, quand on comprend que le fond de l'existence, c'est de ne pas en avoir, de ne pas avoir de sens, eh bien il y a le suicide qui apparaît comme une solution. Ça, c'est ce qu'il dit par ailleurs. Mais ici, justement, on a, avec la musique, on a la possibilité de la joie. Pourquoi? Parce que la musique n'a pas besoin du monde. Le monde est vain, le monde nous met devant les yeux, si vous voulez, la souffrance, l'ennui. Le monde nous met face à l'absurde de la vie. Mais avec la musique, on a une manière de dire et d'entendre ce qui est au-delà de ça. C'est-à-dire que la musique peut vous permettre de mimer le monolithe. La musique peut vous permettre de dire ce que les mots, ce que le langage n'arrive pas à dire. Donc là où le langage, là où la philosophie échoue, là où les rapports sociaux échouent, ben la musique réussit pour Schopenhauer. Donc il dit, la musique qui va au-delà des idées est complètement indépendante du monde phénoménal, elle est indépendante du monde des choses. C'est pour ça que, d'une certaine manière, Mozart nous plaît aujourd'hui, il nous plaisait à l'époque. Elle ignore absolument et pourrait en quelque sorte continuer à exister alors même que l'univers n'existerait pas. Alors ça, c'est une phrase folle, mais c'est une phrase extraordinaire. Si vous vous replacez dans 2001, elle fait complètement sens. La musique de Ligeti dans 2001, elle est indépendante du monde. Elle est indépendante des singes. Il y a une scène dans le 3e ou 4e apparition du monolithe où effectivement la musique intervient dans l'espace. Alors qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son dans l'espace. Donc vous avez la présence de la musique qui est là pour nous dire que indépendamment du monde tel qu'il est, et indépendamment donc de tout ce qu'il peut y avoir de sans fin et d'absurde dans le monde, eh bien, la volonté continue, enfin, la volonté se veut, d'une certaine manière. Le monolithe, pour reprendre l'image de Kubrick, est là. Et la musique transcrit cela. Toutes les interrogations des hommes, des singes, des astronautes, c'est se demander à quoi bon, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, quel est le sens, etc. La musique nous rappelle que ces questions sont absurdes. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'origine. Mais, en revanche, il y a la présence de la vie qui se veut. Et c'est ça la musique. C'est pour ça que le langage de la musique n'est pas celui de la philosophie, n'est pas celui du discours. Et c'est pour ça que dans un autre texte qui est juste que j'ai mis avant, Schopenhauer distingue entre guillemets la bonne de la mauvaise musique. Il dit la mauvaise musique, c'est les saisons de Haydn, ou la création de Haydn, parce que ce qu'il essaie de faire dans les saisons de la création, il essaie de reproduire dans la musique, de générer des sentiments. C'est-à-dire qu'il essaie d'imiter dans les sons ce qu'il y a dans le monde matériel. Et on avait vu que pour Platon, c'était aussi l'ennemi, la mauvaise imitation dans la musique. C'est quand, d'une manière directe, l'instrument de musique essaie de mimer un son du monde. Alors que pour Schopenhauer, ce qui est en jeu, il ne faut pas que la musique reproduise les sons du monde d'une manière directe, donc l'imitation d'une manière directe des phénomènes du monde matériel. Ce qui est en jeu, c'est traduire dans la musique l'idée. Et l'idée, c'est justement toutes les facettes de la volonté en train de se faire. C'est-à-dire qu'au-delà d'un événement particulier qu'on va essayer de mimer, d'une chose particulière, comme donc le fait, d'après Schopenhauer, Haydn dans les saisons et la création, eh bien on va essayer d'aller au-delà et on va essayer de traduire dans le poème, dans la musique, dans l'œuvre d'art de manière générale, ce qu'il y a présent dans la vie, c'est-à-dire la volonté en train de se faire. Mais là où la musique est supérieure à l'architecture, aux autres formes d'art, que sont le poème, que sont la danse, toutes les formes d'art, et c'est pour ça aussi que
Schopenhauer, il place toujours la musique au-delà des autres formes d'art. Et pour lui, la musique n'est pas une forme d'art, ça en est le couronnement. Eh bien, il dit justement que la musique peut exister sans le monde. Parce que ce que mime la musique, ce qu'elle imite, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le monde des objets. Ce que fait par exemple l'architecture, ce que fait un roman, puisque le roman va tirer des choses, des éléments du monde réel, ce que fait évidemment la sculpture. La musique, elle, n'a pas besoin du monde pour exister. Parce que justement, d'une certaine manière, elle court-circuite le monde et elle va directement à la volonté en train de se faire. Cette volonté qui va se répéter, donc c'est la comédie du monde, mais derrière cette répétition, il y a la volonté qui se veut, et cette volonté qui se veut, sa meilleure traductrice, et sa seule traductrice quasiment, c'est la musique. Et la philosophie court derrière. La philosophie essaie de dire cela sans vraiment réussir, mais c'est la tâche de la philosophie, tâche infinie de la philosophie, que d'essayer de trouver les mots que la musique arrive à trouver avec autant de facilité. Dernière chose peut-être que nous pouvons dire, justement, sur la distinction entre la musique et les autres arts, et ça guidera notre prochain atelier. Il dit, troisième ligne de cette dernière page, en conséquence, le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique, tout aussi bien qu'une incarnation de la volonté. Nous comprenons désormais comment il se fait que la musique donne directement à tout tableau, à toute scène de la vie ou du monde réel, un sens plus élevé. C'est-à-dire que dans la musique de Ligeti, on ne mime pas l'eau ou l'encyclie, mais qui est particulière, mais on va au-delà de ça. On mime l'idée de l'eau qui traduit quoi? Le monde, la vie en train de se faire, la volonté qui se veut. Donc la bonne musique, à la différence de celle de Haydn, le pauvre Haydn, il n'est pas tendre avec Haydn et Schopenhauer, et avec Beethoven non plus. La bonne musique, c'est justement une musique qui est une musique qui ne mime pas le cas particulier, le monde que vous avez devant les yeux, ou les sentiments que vous avez, le monde que je suis jaloux, etc. Donc il n'aimerait pas probablement la musique romantique. Il n'aimerait pas. Mais la bonne musique, c'est une musique qui est analogue, comme il le dit, ce sont les derniers mots pour aujourd'hui, au sens intime du phénomène présent. Derrière le phénomène présent, derrière votre histoire d'amour, derrière cette tasse, derrière cet ordinateur, derrière le phénomène présent, vous avez autre chose qui est en train de se faire. Alors, à différents niveaux, il y a le niveau de la pierre, le niveau du nuage, votre niveau à vous, qui est évidemment plus conscient de lui-même, qui se représente des représentations. Et bien derrière cela, derrière ce phénomène présent, vous avez ce sens intime. Et le sens intime, on le cherche par nos questions désespérément toute notre vie, et on échoue à trouver les mots. À trouver les mots pour dire l'amour, à trouver les mots pour dire la pierre. Mais la musique nous donne, elle nous en mime un accès possible. Elle mime ce sens intime. C'était dense aujourd'hui.